BFM Business et Challenge présentent l'entretien HEC. Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils. Bienvenue à tous dans cet entretien HEC en collaboration avec Challenge, avec HEC, avec le cabinet Bain. Vous le savez, dorénavant, on est ensemble pendant 1 heure avec Vincent Beaufils, le directeur de la rédaction de Challenge. Je le salue. Bonsoir Vincent, ou bonjour Vincent. Merci d'être avec nous. Et puis, on le sait, vous avez animé pendant 15 ans les matins HEC. Maintenant, ça change un tout petit peu de format. C'est les entretiens HEC. Vous pourrez le regarder quand vous voulez. Et puis sinon, ça sera évidemment sur tous les sites de Challenge, de BFM Business et diffusé pendant ce week-end en live sur notre chaîne. Aujourd'hui, notre invité, c'est Jean-Yves Le Gall, le président du CNES, le Centre national d'études spatiales. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci. Bonsoir Jean-Yves Le Gall, et effectivement, changement d'époque, puisque ces matins HEC maintenant ont lieu le matin, le soir, peu importe, et en tout cas grâce à la magie du digital et puis du broadcast, on peut voir cette émission quand on veut, et bien entendu aussi dans Challenge la semaine prochaine. Donc le CNES que vous dirigez, c'est donc le Centre national d'études spatiales, c'est 2,5 milliards d'euros de budget, et ça coiffe l'ensemble des programmes spatiaux en France, et 2500 personnes s'y consacrent. Merci donc d'avoir accepté de passer 1 heure avec nous. On va voyager parce que vous allez voir, ça va être un merveilleux voyage, notamment sur la planète rouge. C'est un entretien qui se déroulera en 4 parties. Vous allez être très sollicité, Jean-Yves Le Gall. Tout de suite, justement, on commence par les questions d'actualité. Alors, ce n'est plus une question de jour, mais c'est une question d'heure. Le 18 février, à 21h55, la rover américaine Perseverance va se poser sur la planète Mars, Jean-Yves Le Gall. C'est une phase de la mission qu'on appelle très souvent les 7 minutes de la terreur, un moment extrêmement difficile. Vous allez nous raconter qu'est-ce qui va se passer et surtout quel est l'objet de cette mission. Cette mission, c'est d'aller se promener, si j'ose dire, à la surface de Mars, parce qu'on veut comprendre Mars. Alors pourquoi cet engouement pour Mars? Pour une raison très simple, c'est qu'on sait depuis Mars Express, que nous avions lancé en 2003, que Mars a été habitable il y a quelques milliards d'années, au moment où Mars et la Terre étaient très voisines, avec des océans, de l'atmosphère. Et puis ensuite, Mars a divergé de l'évolution de la Terre. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est que Mars a été habitable, mais a-t-il été habité? Et c'est pour ça qu'il y a cette frénésie de mission vers Mars, pour aller observer Mars plus en profondeur, pour savoir s'il y a pu avoir une vie passée il y a quelques milliards d'années. Et quel est le rôle de la France ? Alors la France a une tradition, une école scientifique extraordinaire pour Mars, parce que les Américains font des landers, font des rovers qui vont sur Mars, et pour mettre les instruments scientifiques, ils lancent un appel à idées international, et les scientifiques français associés au CNES et à notre industrie gagnent systématiquement ces appels à idées, parce que ce sont les meilleurs au monde. Et en particulier sur Persévérance, eh bien, l'instrument central de Persévérance, c'est la caméra SuperCam qui est embarquée sur Persévérance, qui va tirer au laser sur les roches de Mars pour comprendre s'il y a pu avoir par le passé une vie sur Mars. Alors Jean-Yves Le Gall, vous parliez tout à l'heure de frénésie, pas simplement de projet, mais aussi dans les journaux. J'ai avec moi cette édition de lundi du Financial Times avec une magnifique photo de Mars, qui n'est pas prise donc par la mission américaine, mais par une mission émirati. Il y a aussi une mission chinoise. Elles sont toutes parties il y a 6 mois. Elles sont arrivées il y a quelques jours. Pourquoi tant de puissance et tant d'intérêt pour la planète? Mais parce qu'il y a cet aspect scientifique dont je parlais, mais il y a aussi un intérêt politique évident. Aller sur Mars, c'est the ultimate mission. C'est la mission la plus difficile, parce qu'il y a 6 mois et demi de voyage, parce que vous mettre en orbite, c'est très compliqué. Descendre sur Mars, c'est encore plus compliqué. Il y a une atmosphère qui est très piégeuse, dans la mesure où elle n'est pas homogène comme l'atmosphère terrestre. Et donc, tout le monde va aller sur Mars. Et dans le cas particulier des Émirats, je connais très très bien l'agence spatiale des Émirats, puisque le CNES est la première agence spatiale internationale à avoir signé avec l'agence spatiale des Émirats un accord.
Eh bien, on nous a expliqué qu'il y a quelques années, lorsque s'est posée la question de la façon la plus extraordinaire de célébrer le 50e anniversaire de la création des Émirats, le 2 décembre 2021, on a proposé aux autorités des Émirats qu'il y ait une sonde en orbite de Mars qui envoie un signal pour allumer ce qu'ils appellent la mère de tous les feux d'artifice. Et donc, on a décidé de faire cette sonde qui s'appelle HOPE, qui est partie. Les Émirats ont fait un travail formidable. Ils ont développé cette sonde avec l'Université du Colorado, avec des scientifiques français. Elle est en orbite de Mars, sur une orbite très inhabituelle, puisqu'une orbite très elliptique, qui a permis de faire cette photo avec les 3 grands volcans, dont notamment le mont Olympus. Et le 2 décembre, eh bien, le grand feu d'artifice sur les Émirats sera lancé depuis Mars. Waouh. Quel est le coût de la mission, par exemple, Persévérance? Alors, Persévérance, la France fait une affaire en or parce que c'est un rover à 2,5 milliards de dollars. Il faut voir que c'est un rover à bord duquel il y a une centrale nucléaire pour avoir de l'énergie. Ça vous donne une idée de la complexité. Et nous faisons notre instrument SuperCam qui est 50-70 millions d'euros. Alors bien sûr, on va partager les données avec les Américains, mais pour 50-70 millions d'euros, c'est ce que j'appelle la stratégie de niche. On valorise au mieux les compétences de nos industriels, de nos scientifiques, et on est sur une mission à 2,5 milliards. Et on peut dire que vous êtes sur Mars. Juste une question, qu'est-ce que fait l'Europe là-dedans? Alors l'Europe, la Chine, les Émirats, les États-Unis. L'Europe a lancé Mars Express en 2003, et Mars Express est le premier à avoir mis en évidence de l'eau sur Mars et donc le fait que Mars a pu être habitable. Et dans 2 ans, un peu moins de 2 ans, puisqu'on peut partir vers Mars tous les 26 mois, nous lancerons ExoMars, qui est un rover qui ira se poser sur Mars. L'Agence spatiale européenne, là encore, et là une foultitude d'instruments français parce que la France est très très bonne sur Mars. Des embouteillages. Vous disiez tout à l'heure que Mars fait rêver, et ce qui nous fait rêver aussi, ce sont les projets de vol habité. Mais quand on évoque la distance gigantesque, 120 millions de kilomètres pour arriver là-bas, quand on parle de vol habité comme le fait le grand entrepreneur Elon Musk, est-ce bien sérieux? Ce n'est pas pour demain. Ce n'est pas pour demain. Lors de la mission précédente, InSight, que nous avions lancée en mai 2018, on avait fait mettre des webcams sur la sonde. Vous décollez donc en direct, à partir de Californie, vous voyez la Californie, on est en orbite de la Terre, on s'éloigne de la Terre, on voit la Lune qui apparaît dans le champ de vision, on continue vers Mars. Au bout de 8 jours, on est dans le noir, on ne voit plus rien. Et pendant 6 mois et demi, on est dans le noir. Alors, sans être comme les enfants qui ont peur du noir, mais aujourd'hui, les gens qui sont dans la station, Thomas Pesquet explique qu'il est beaucoup plus près d'un hôpital que quelqu'un qui fait le Vendée Globe, parce qu'en 3 heures, il redescend sur la Terre. Même les gens qui sont allés sur la Lune, ils avaient toujours quelque part la Terre, et donc on était à 3 jours de la Terre. Là, vous partez pour plus de 2 ans, et sans espoir de retour au bout de 2 ans. Bien sûr, vous pourrez revenir au bout de 2 ans, mais s'il y a la moindre chose qui ne va pas, il faut rester là-dedans. Et à mon avis, c'est l'enjeu le plus difficile, l'enjeu psychologique. Bien, psychologique. Justement, vous parliez j'ai envie de dire, le magicien Thomas Pesquet, parce qu'il nous a fait tellement vivre sa mission. Mais avec ses photos. Mais justement, il repart en avril. Il repart le 20 avril. Qu'est-ce qui va... C'est un vol habité vers la Station spatiale internationale. Sa mission sera quoi? Alors, sa mission, nous avons négocié durement, parce que vous savez que les États-Unis aujourd'hui ont un projet, une présence permanente sur la Lune, le programme Artemis, et donc nous avons négocié que Thomas puisse revoler, parce qu'on a quelque part au fond de notre tête l'idée que Thomas puisse aller sur la Lune, je dirais, dans la 2e partie de la décennie. Et pour cela, il lui fallait avoir volé sur le Soyouz, ce qu'il a fait quand il est parti en 2016. Là, il part avec le Crew Dragon de la NASA, depuis la Floride, et à bord de la station, il aura des prérogatives élargies, ce qui le qualifie pour être un astronaute qui pourra marcher sur la Lune 2028-2029. Alors Jean-Yves Le Gall, l'actualité, c'est aussi le business, l'argent, et il y a quelques jours, c'était cette annonce de Thales Alenia Space qui a annoncé un énorme contrat, on parle de près de 5 milliards d'euros, pour une constellation de 300 satellites. Est-ce que ces constellations sont-elles la nouvelle bonanza de l'espace?
La nouvelle Bonanza, je ne crois pas. Le contrat que Thales a gagné, cela dit, ça montre à quel point l'industrie française des satellites réussit face au monde entier. Sur les satellites géostationnaires, Airbus, l'année dernière, a fait une année en or, puisqu'ils ont vendu des plateformes OneSat qui ont été développées dans le cadre de partenariats publics-privés, notamment avec le CNES, un peu partout dans le monde. Et donc là, TAS, Thales Alenia Space, a été retenu pour cette constellation qui s'appelle Lightspeed, un total de 288 satellites à lancer. Et ça montre que nos ingénieurs sont excellents. Rapidement, parce qu'on arrive au terme de cette première partie d'actualité, quel lanceur va lancer, justement, va mettre tout ça en orbite ? Pour la constellation de Telesat, ce n'est pas encore choisi. Pour l'instant, ils ont choisi les satellites qui seront faits en Europe. Ça ne sera pas forcément Ariane. C'est ouvert, c'est une société commerciale, ils vont lancer un appel d'offres. Ariane a des chances, mais pour l'instant, ce sont les Européens qui ont gagné les satellites. On a envie de continuer, mais il faut avancer justement, il faut se lancer dans la suite de cet entretien HSC avec Jean-Yves Le Gall, le président du CNES. Tout de suite, c'est le brief de Bain. Et donc, nous accueillons Mathieu Vigneron, associé chez Bain & Compagnie, qui va nous ouvrir les perspectives business de ce monde fantastique de l'espace. Merci Vincent. Et bonjour Jean-Yves Le Gall. Bonjour. Alors Jean-Yves Le Gall, on ne vous présente plus. Vous êtes depuis 2013 le visage de l'ambition spatiale française en tant que directeur du Centre national d'études spatiales, le CNES, qui est l'orchestrateur du programme spatial français et aussi en quelque sorte le capitaine de l'équipe de France du spatial qui regroupe universités, institutions publiques et entreprises privées. Alors on vous décrit comme un ingénieur pointu, un bosseur, réservé, presque austère, mais aussi un amateur de rock, et notamment des Stones. Alors on peut s'étonner du contraste, mais en réalité c'est à l'image du CNES, qui est à la fois cette vénérable institution créée, je crois, il y a tout juste 50 ans, sous l'impulsion du général de Gaulle, et de l'autre, une structure vibrillonnante qui est en permanente réinvention dans l'innovation, pour faire face et tenir son rang face aux autres grandes nations spatiales, mais aussi, et c'est plus récent, face aux entrepreneurs de l'espace, des entrepreneurs privés, de ce monde qu'on appelle le New Space, et dont Elon Musk, le patron de Tesla, mais aussi de SpaceX, apparaît comme une sorte de tête d'affiche. Pas de quoi vous impressionner, cependant. La France et l'Europe ont volé de succès en succès depuis plusieurs décennies. Juste deux exemples. Le programme Ariane, bien sûr, qui arrive, je crois, à son 253e vol, si j'ai bien compté. Et plus récemment, le programme de positionnement spatial Galileo, qui est aussi à mettre au crédit de l'Europe. Tout ça est possible grâce aux 2400 collaborateurs du CNES qui travaillent sur 5 grands domaines. Les lanceurs, on en a parlé, pour garantir la souveraineté d'accès à l'espace française, mais aussi les sciences, l'observation, les télécoms, la défense. Tout ça pour un budget d'environ 2,5 milliards, qui représente le premier budget européen jusqu'ici et qui donne à la France les clés de sa souveraineté spatiale. 2,5 milliards, c'est beaucoup, et c'est cependant 15 fois inférieur au budget des États-Unis, le rival titanesque, mais aussi très inférieur aux 20 milliards d'investissements en capital privé qui sont faits tous les ans dans le spatial par les acteurs du New Space, ce qui peut poser la question de la capacité du CNES à relever les défis du New Space, de ces acteurs qui viennent modifier ou casser les dogmes de l'industrie spatiale. 2 exemples, les lanceurs réutilisables. Elon Musk, aujourd'hui, parvient à utiliser 7 fois, 8 fois certains éléments de lanceurs. Un autre exemple, les constellations de petits satellites. Elon Musk, encore, parle de lancer près de 12 000 petits satellites. Je crois que c'est plus que la totalité des satellites lancés par l'homme depuis Sputnik en 1957. Donc des défis importants à relever, des défis que le CNES souhaite relever par l'innovation, parfois en prenant certaines idées, certaines pratiques de ces acteurs, de ces entrepreneurs privés. Quelques exemples en 2021. On s'attend aux premiers essais du moteur à bas coût réutilisable Prometheus. C'est aussi le vol inaugural du petit lanceur Vega C. C'est la poursuite du développement d'Ariane 6 pour un premier vol en 2022. C'est bien sûr les premiers travaux sur la constellation européenne qui pourraient arriver dans les années à venir. Et enfin, des programmes d'exploration, dont Persévérance, qui fait l'actualité cette semaine et sur lesquels vous reviendrez. Bref, l'année de ses 60 ans, pas question de retraite au CNES.
Merci beaucoup, Mathieu Vigneron. Vous n'avez pas calculé le prix d'un billet pour aller sur Mars, non? Vous allez nous calculer ça, ça sera pour la prochaine fois quand on s'y rapprochera. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est la séquence business. Alors Jean-Yves Le Gall, Mathieu Vigneron l'a souligné, la tête d'affiche, je reprends ces mots, du New Space, c'est effectivement Elon Musk, c'est SpaceX, cette entreprise qui a réalisé l'année dernière quasiment un lancement tous les 15 jours. Quand on est Ariane, comment lutter devant, je n'ose pas dire pour l'espace ce rouleau compresseur, mais en fait ces investissements qui ont l'impression de s'accélérer tout le temps. D'abord, je crois que pour lutter, il faut analyser pourquoi SpaceX en est là où il est aujourd'hui. Et je dirais que peut-être contrairement à ce qu'on peut imaginer, SpaceX, c'est un New Space quand même très particulier, parce qu'un lanceur, c'est avant tout un moteur. Et le moteur dont se sert SpaceX sur son lanceur Falcon, c'est le moteur Merlin. Le moteur Merlin a été développé par la NASA de 1990 à 2000. La NASA a claqué à peu près 10 milliards de dollars pour développer ce moteur sur 10 ans. Il n'a jamais eu de problème et Elon Musk l'a pris sur étagère. Alors ensuite, il a fait des lanceurs. Il a fait des lanceurs réutilisables. Là aussi, la réutilisation, on parle de Mars, mais les codes pour faire la rentrée atmosphérique dans Mars, eh bien, Elon Musk utilise les mêmes pour la rentrée atmosphérique de ses lanceurs. Donc, c'est une start-up, mais une start-up quand même adossée à la NASA. Oui. Et quand on vous dit que chez SpaceX, eh bien, au début, il y avait des pancartes, si vous ne venez pas travailler le samedi, ce n'est pas la peine de revenir le lundi. Ça, c'était un peu l'image d'Épinal. Aujourd'hui, moi, je considère que SpaceX est un peu un centre de la NASA avec des produits sur étagère. Donc, on a parlé de Merlin, les codes pour le retour des étages, avec des financements qui viennent de la NASA, avec une différenciation entre le marché commercial, le marché gouvernemental, et on est en train de se lancer sur des technologies qui nous faisaient défaut, notamment le moteur à bas coût. On a parlé de Prometheus, notamment les technologies de rentrée. Je pense qu'on va y arriver. Oui, et Jean-Yves Le Gall, mais on voit bien quand même le fait d'avoir Elon Musk, d'accord, il a la NASA derrière lui, c'est important de le dire parce qu'il oublie souvent de le dire, mais il n'en demeure pas moins que c'est quand même un formidable entrepreneur et qui innove. Et notamment sur ces fameux lanceurs réutilisables. Au début, en France, en Europe, tout le monde... Enfin bon, allez, souriez un petit peu en coin. Je ne souriais pas beaucoup. Oui. Je considère que la décision la plus importante que j'ai fait prendre au CNES depuis que j'y suis, c'est en 2015, dès qu'on a vu le réutilisable, j'ai lancé le développement du moteur Prometheus, réutilisable et à bas coût, et comme cela a été dit, qui va faire ses essais au banc dès cette année. Et donc les lanceurs réutilisables, c'est pour quand ? Les lanceurs réutilisables, donc on a besoin d'un moteur, comme la NASA a fait le Merlin. Et en parallèle, nous faisons voler l'année prochaine, depuis le Centre spatial guyanais, des démonstrateurs de lanceurs, de petits lanceurs Callisto et Thémis. L'objectif étant de se lancer dans un lanceur réutilisable d'ici quelques années, qui arrivera dans les 5 dernières années de la décennie. Jean-Yves Le Gall, le grand lanceur européen, c'est Ariane, qui va avoir effectivement sa nouvelle version Ariane 6, qui arrive en 2022. Et est-ce que vous ne craignez pas qu'elle soit déjà obsolète ? Déjà obsolète me semble totalement excessif parce qu'elle est très grosse, alors que là on est plutôt sur des petits. Non, ils ne sont pas si petits. Le lanceur de SpaceX, le lanceur Falcon 9, est un peu plus petit qu'Ariane 6, mais pas beaucoup plus petit. Ariane 6 utilise des technologies qui ne sont pas réutilisables, mais en même temps, ça permet d'avancer sur les moteurs, ça permet d'avancer sur la maîtrise des techniques de lancement, ça permet d'entretenir une industrie en Europe, et je dirais que Ariane 6, c'est très très bien. D'ailleurs, on se prépare activement au premier lancement, mais Ariane 6 est complété par le volet lanceur du futur et l'un ne va pas avec l'autre. Est-ce que la nouvelle gouvernance d'Ariane, avec le privé qui devient majoritaire dans Ariane Group, Safran et Airbus, est-ce que, à votre avis, ça sera c'est source de plus d'efficacité ? Ou pas. Vous savez, il ne faut pas se voiler la face. On va dire peut-être que le CNES, c'est un EPIC, c'est un établissement public. Voilà. Oui, mais on dit souvent quand même que SpaceX reçoit des contrats massifs de la NASA. Il faut bien voir qu'Ariane Group reçoit aussi des contrats massifs de l'Agence spatiale européenne, du CNES. Donc on travaille ensemble, ce sont des partenariats publics-privés et qui, je crois, marchent bien. Il faut quand même rappeler qu'Ariane Espace a été créé par le CNES il y a un peu plus de 40 ans. Ça a été la première société de transport spatial
spatiale au monde. J'ai eu le privilège de la présider pendant une douzaine d'années à une époque où nous étions numéro 1 mondial. Mais là aussi, on a inventé avant les autres ces partenariats. Et on va continuer. On avait l'habitude avec Ariane d'une formidable fiabilité. Je ne sais même plus quand est-ce qu'il y a eu un dernier échec sur les fusées Ariane. Et puis, on a appris il y a quelques mois qu'il y avait un lanceur de la famille qui s'était rajouté, Vega, qui avait eu un problème à son lancement. Que s'est-il passé ? On a eu un problème sur Vega parce qu'il y a eu une certaine dérive sur les contrôles qualité et il y a eu une erreur dont il faut dire qu'elle était assez grossière qui a entraîné la perte d'un lancement. Pour le CNES, ça a été la double peine parce que d'abord, chaque fois qu'il y a un lancement depuis la Guyane, je rappelle que c'est des lancements qui sont faits depuis le Centre spatial guyanais qui est l'un des 4 centres d'excellence du CNES. Quand il y a un échec en Guyane, évidemment, nous sommes impactés. Mais en plus, sur cet échec, il y avait Taranis, qui était un satellite scientifique du CNES que nous avons perdu. Oui. Bon, cela dit, des échecs, tout le monde en a. Musk en a eu, les autres en ont. Donc, on a mis en place des commissions d'enquête. Et aujourd'hui, on travaille au prochain lancement de Vega. Dans quelques semaines, vous verrez, ça sera un succès. Juste sans vous lancer dans un compte d'exploitation, mais juste qu'on ait une idée pour les ignares que nous sommes. Quelle est la différence lorsqu'on a un lanceur, lorsqu'on a une fusée réutilisable ? C'est moins combien, plus combien oui, lorsqu'on a une fusée réutilisable et qu'on l'a fait voler, là je crois que Musk est arrivé à la faire voler 8 fois, il est clair que ça fait in fine des économies, d'autant plus que les premières réutilisations qu'il faisait lorsque la fusée se posait, il fallait tout refaire. Aujourd'hui, les délais entre 2 vols de la même fusée sont de quelques semaines et son objectif c'est d'en faire voler une, de la lancer, de la récupérer, de la faire repartir le lendemain. C'est 2 fois moins cher, c'est 3 fois moins cher. À la fin, ça continue, on arrive quand même à 2 fois, 3 fois, oui. Ouais. Et donc, c'est un gain qui est considérable. Et alors, non seulement ils sont moins chers, mais ils ont cette puissance, les Américains qu'évoquait tout à l'heure Mathieu Vigneron, j'en revenais pas des chiffres qu'il évoquait, 15 fois plus. Est-ce qu'effectivement, avec des budgets qui sont pas ridicules, hein, le 2,5 milliards du CNES, ce n'est pas rien, est-ce qu'on est capable effectivement de lutter avec l'écosystème américain ? Moi, je trouve que c'est impressionnant, parce que vous pouvez dire que les Américains font ce qu'ils font avec 15 fois plus, mais je peux vous répondre que nous leur tenons la dragée haute avec 15 fois moins. Ouais. Et avec 15 fois moins parce que nous sommes remarquablement organisés. Je crois que la carte de fabrique, en quelque sorte, de l'Europe spatiale aujourd'hui, c'est une très très grande compétence. Moi, je voyage partout en Europe. Je suis quand même frappé de voir que nous avons des ingénieurs du meilleur niveau mondial. 2, une volonté politique. On a parlé de la création du CNES le 19 décembre 1961 par le général de Gaulle. Ouais. Bon, depuis, tous les présidents, moi, si vous voulez, j'ai commencé ma carrière, le président Mitterrand était là. Nous avons aujourd'hui le président Macron. Tous ont montré un intérêt extraordinairement fort pour le spatial. Le président Macron, quelques jours après sa prise de fonction en mai 2017, il y a même un regain d'intérêt. Mais voilà, téléphone en disant Pesquet revient sur Terre, je viens au CNES assister en direct au retour de Pesquet. Il a un très fort intérêt pour ce que nous faisons sur Mars. Bon, on voit bien que soutien politique. Et 3e aspect, nous savons coopérer. Et c'est probablement ça qui fait la différence, parce qu'on décrit souvent l'Europe, mais l'Europe, c'est bien travailler ensemble. Jeff Bezos, on parlait d'Elon Musk tout à l'heure. Jeff Bezos qui est en retraite chez Amazon, enfin c'est ce qu'il a dit, puisqu'il a mis son numéro 2. Vous avez l'air dubitatif, Jean-Yves Le Gall. Enfin en tous les cas, c'est ce qu'il a dit. Savez, il a nommé je le connais un peu, je l'ai rencontré à de nombreuses reprises. Je crois que Jeff Bezos ne sera jamais en retrait de quoi que ce soit, parce que c'est un vendeur-né. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il va développer quand même un peu plus, se concentrer plus sur Blue Origin ? Peut-être, mais pour Blue Origin a été lancé avant SpaceX. Depuis, je crois que Jeff Bezos a dépensé 18 milliards de dollars et son moteur ne tourne toujours pas. Et comme je disais tout à l'heure, un lanceur, c'est avant tout un moteur. Et donc, j'attends que les moteurs de Blue Origin fonctionnent. Vous nous disiez tout à l'heure qu'effectivement, vous étiez déjà là avec le président Mitterrand. C'est qu'effectivement, vous avez une longue perspective par rapport à cela. Il y a la longue perspective des 60 ans du CNES également. Vous n'avez pas connu le CNES du début, mais vous allez en tout cas fêter à la fin de cette année donc ces 60 ans. C'est 60 ans, oui. Je voulais vous demander 2 choses. Une, d'abord, pour
je dirais pour la gloire, pour l'émotion. Quand vous pensez à tout ce qu'a fait le CNES, vous nous avez dit que vous pensez au mot Galiléo, nous on pense plus facilement à Ariane. Est-ce qu'il y a d'autres éléments de programme qui vous tiennent particulièrement à cœur? Et puis une question plus personnelle tout à l'heure. Les éléments du CNES, si vous voulez, c'est la saga des programmes du CNES. Donc, il y a eu Ariane 24 décembre 1979, absolument extraordinaire. 22 février 1986, Spot. Et puis, plus récemment, le CNES moderne. Et le CNES moderne, ce sont les constellations comme Kinéis. C'est la fabuleuse aventure martienne. Nous sommes sur Curiosity depuis le 6 août 2012. Nous avons lancé InSight. On entend battre le cœur de Mars. Il y a tout ce qu'on fait en matière scientifique. Et en fait, les 5 domaines sur lesquels le CNES intervient, les lanceurs, l'observation de la Terre, la science, les télécoms et la défense, sont tous, je dirais, à la pointe de ce qui se fait. Sur l'observation de la Terre, on a lancé l'Observatoire spatial du climat, là aussi à la demande d'Emmanuel Macron. Eh bien, aujourd'hui, il y a 30 agences spatiales qui se sont fédérées et j'espère bien que le 22 avril, lors du sommet sur le climat du président Biden, la NASA nous rejoindra. On le voit, Jean-Yves Le Gall, vous vivez vraiment le CNES, l'aventure spatiale, à tel point que quand votre mission à vous est arrivée à sa fin, théoriquement, il y a près d'1 an, vous avez été prolongé. Mais vous avez été prolongé jusqu'à quand? Vous allez être là pour célébrer les 60 ans du CNES? Écoutez, ça, il faut demander à mes autorités. C'est pas moi qui décide. On m'a demandé pour l'instant de rester, je cite, faire tourner la boutique. Donc, je la fais tourner. Et je ne sais pas les 60 ans du CNES, mais j'espère que je serai là pour l'atterrissage de Persévérance et de Supercam sur Mars. Mais paraît-il, ça se bagarre entre Bercy et l'Élysée? Oui, bon, c'est plutôt un bon signe, si vous voulez. Parce que ce qui m'ennuierait, ça serait que personne n'ait envie de venir au CNES. Le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui ont envie de venir, ça montre la qualité du CNES. Et en tous les cas, vous êtes là. Jean-Yves Le Gall, on finit cette première partie. On se retrouve dans un instant. Juste après une page de pub, on se retrouve avec Vincent Beaufils, bien sûr. Et c'est les 2e, 3e et 4e parties. Avec les HEC. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. BFM Business et Challenge présentent l'entretien HEC. Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils. L'entretien HEC qui reçoit donc cette fois-ci Jean-Yves Le Gall, le patron du CNES, avec cette partie qui est sur le campus ou avec des alumni d'HEC, l'opinion des étudiants sur le CNES qui est recueillie par Cyril Ardo. Accrochez-vous parce que c'est fait, comme dit un certain président, sans filtre. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Est-ce que vous savez ce que c'est, le CNES? C'est un centre de recherche, je sais pas. Centre national de l'espace et... Voilà, je sais pas le S. C'est le Centre national des études spatiales. Globalement, vous savez ce qu'ils y font ou pas? Alors là, par contre, pas du tout. Honnêtement, le nom me dit quelque chose et c'est tout ce que je peux vous dire. J'en ai entendu parler, ça concerne l'exploration spatiale. Vu le nom, surtout des recherches sur tout ce qui est spatial, mais peut-être aussi un peu d'aéronautique. Vous avez déjà entendu parler de Thomas Pesquet? Oui, c'est un astronaute français. L'astronaute français qui a passé 6 mois, je crois, à l'ISS. J'ai vu les photos comme tout le monde et puis je me suis dit, il est français, génial. C'est mon petit côté franchouillard qui est flatté. Il fait des très belles photos. Enfin, utiliser les réseaux pour démocratiser un peu la connaissance de l'espace, je pense que c'est cool, c'est très bien. C'est très important qu'on soit représenté et surtout qu'il ait ouvert tout ce champ. Comme ça, plus il aura de followers et plus les gens connaîtront l'espace, donc c'est cool. D'un point de vue politique, géopolitique même, l'espace, il faudrait se concentrer dessus ces prochaines années. Je trouve que très peu de pays donnent assez d'importance et de budget à ces domaines. Je pense qu'on devrait s'y intéresser encore plus et comprendre quels pourraient être nos intérêts. C'est déterminant pour l'avenir de l'humanité. Même sur le plan environnemental, avec par exemple la question des satellites et leur recyclage. Donc oui, je pense que
C'est un défi majeur. Aujourd'hui, il faudrait peut-être plus se focaliser sur les problèmes sur notre planète. Pas forcément mettre des satellites partout, sachant que sinon il y a plein de choses naturelles qu'on ne pourra plus voir, comme les étoiles. Il faut d'abord se concentrer sur ce qu'on a déjà et sur Terre. Et après, si on peut combiner les deux, c'est encore mieux. Si vous aviez une question à lui poser au patron du CNES, vous lui demanderiez quoi ? 2050. Comment est-ce qu'ils voient l'avenir de l'espace ? Comment les jeunes peuvent-ils explorer ce domaine ? S'il y a des liens entre l'espace et l'avenir climatique, car pour moi, comme étudiante de sustainability et tout ça, le climat, ça m'intéresse beaucoup. Et je pense que alors tout pourrait être lié. J'aimerais savoir quels sont les secteurs en développement, exploration spatiale ou exploitation minière des astéroïdes. J'aurais énormément aimé aller dans l'espace si ça avait été possible. Quand est-ce que nous, on pourra réserver nos billets ? Quand est-ce qu'on aura des billets pour aller sur Mars ? Pour tout vous dire, je prévois de faire du tourisme sur la Lune dans 15 ou 20 ans. J'espère qu'il y aura déjà des hôtels sympas sur place. I hope there will be good hotels already, so I can spend some good time. Jean-Yves Le Gall, une réaction, donc c'était des jeunes d'HEC sur le campus, donc il dit un peu, ils connaissaient pas. Oui. Moi, j'ai retenu un truc important, c'est lorsqu'ils disent, c'est vrai qu'il y a tellement de satellites qu'on se demande si justement on n'est pas en train de polluer l'espace comme on a pollué la Terre. La réponse est oui, mais c'est pour ça qu'on fait attention. Ah bon, d'accord. Non, mais c'est pour ça qu'on a mis en place une loi sur les opérations spatiales, que maintenant on désorbite les satellites. Auparavant, on polluait, aujourd'hui on ne pollue plus et on se met en position de dépolluer. Mais quand j'entends ce que j'ai entendu, moi je fais quand même deux remarques. La première, un enthousiasme extraordinairement rafraîchissant et positif. Et puis la deuxième, quand les gens au CNES ou ailleurs me disent « tu fais trop de com », eh bien je leur dirais, écoutez HEC, manifestement, je n'en fais pas assez, donc on va en faire davantage. Voilà. Il faut peut-être changer de nom, non ? CNES, Vard. Oui, mais vous savez, changer de nom, c'est un peu facile, finalement. J'ai rajouté sous le logo Centre national d'études spatiales, parce qu'aujourd'hui, tout le monde pensait que tout le monde savait ce qu'était le CNES. Bon, c'était pas forcément évident. Changer de nom, d'abord, le nom, c'est un établissement public, donc ça a été fait, la loi de 61 du général de Gaulle. Moi, je suis un peu vintage. D'accord, et vous le restez, vous avez raison, oui, même si vous allez dans l'espace. Enfin, voilà. Le CNES a été créé, comme on l'a dit tout à l'heure, au moment où les Rolling Stones se sont mis à chanter. Ils n'ont pas changé de nom depuis, et le CNES non plus. Lucy in the Sky, c'était les Beatles. C'était les Beatles. Non, la première des Stones, c'était The Spider and the Fly, mais c'est autre chose. On arrive à la dernière partie de cette émission, Jean-Yves Le Gall, avec des questions qui, cette fois-ci, vont été posées par des alumni d'HEC. Vous allez voir, certaines sont très précises, d'autres, elles nous ouvrent des perspectives, et puis après, on fera la conclusion avec Vincent Beaufils. La première question, elle est posée par Jamilia Mansouri. Monsieur le Président, Jamila Mansouri, responsable d'études systèmes à la préparation du futur à direction du transport spatial de l'ESA. Thierry Breton a présenté récemment les priorités de l'Union européenne pour l'espace, mettant l'accent sur une stratégie de consolidation offensive voire agressive face à la concurrence, en vue de renforcer l'autonomie stratégique de l'Union européenne dans l'espace et éviter la dépendance aux initiatives non européennes. Cette stratégie répond plus à l'avenir de tout un chacun en Europe, plus qu'à l'avenir sur la Lune ou sur Mars. Ma question est donc la suivante. Comment se positionne le CNES dans la politique spatiale européenne au regard de ses priorités ? Chance d'avoir Thierry Breton qui est commissaire au marché intérieur et chargé de l'espace. Je connais Thierry Breton depuis très longtemps. C'est l'un de nos meilleurs spécialistes français, si ce n'est le meilleur spécialiste français de sa génération en matière de haute technologie. Et aujourd'hui, c'est fantastique d'avoir un commissaire qui comprend les enjeux de l'espace avec lequel on peut discuter. Donc, regardez les grands projets qu'il pousse. Il a proposé de faire une constellation, mais à la différence des constellations dont on parle, on ne va pas refaire 10 ans plus tard en moins bien ce qu'est en train de faire Elon Musk. Il propose de faire une constellation quantique. Et le quantique, le président de la République était encore il y a quelques semaines à Saclay, c'est vraiment l'enjeu du moment. Et immédiatement, Thierry Breton a mis le point là-dessus. Donc, on a un commissaire qui a vraiment de très très grands projets et surtout une vision. Et ça, c'est formidable. Une question à venir maintenant de Thomas Redley. Bonjour Monsieur le Président, Thomas Redley, président du club HEC, alumni Aérospatiale Défense et Sécurité. Je suis par ailleurs directeur de la prospective d'un grand groupe français de défense et d'aéronautique.
Le commandement de l'espace rejoint Toulouse et conduira en lien avec votre société les opérations spatiales. La maîtrise du milieu spatial est et le restera un élément clé dans les opérations militaires, permettant notamment le succès du futur combat collaboratif dans un environnement de plus en plus contesté. Comment envisagez-vous les synergies avec le commandement de l'espace pour la planification et la conduite des opérations spatiales futures, et quels sont selon vous les facteurs de succès d'un tel rapprochement et les gains en attendant? Je vous remercie. Le programme spatial français, en fait, est dual. Dans les 5 sujets dont on parle au CNES, il y a les lanceurs, l'observation, la science et les télécoms, la défense. On ne parle pas trop souvent de défense. Et puis maintenant, on va en parler de plus en plus. Et je pense que ce qu'il n'aurait pas fallu faire, ça aurait été de créer une sorte de CNES militaire. Et avoir mis le commandement de l'espace au Centre spatial de Toulouse, c'est formidable parce qu'on rapproche les concepteurs des utilisateurs. Et de la même façon, les projets qui aujourd'hui sont dans les cartons en matière de défense sont des projets qui vont utiliser les nouvelles technologies. On aurait pu faire un énième satellite CSO ou CRS2+, pas du tout. Le projet phare, c'est Yoda à l'intérieur du système Ares. Eh bien, Yoda, il va utiliser les développements que nous avons faits en matière de nanosatellites pour qu'il y ait un effet multiplicateur. Juste, pardon, est-ce qu'il y a une guerre des étoiles? Je veux dire, est-ce que, puisque vous parlez de militaire, est-ce qu'il y a de l'espionnage? Oui, il y a une guerre des étoiles, mais qui ressemble à tout, sauf au film La guerre des étoiles. Parce que la guerre des étoiles, aujourd'hui, il y a beaucoup d'aspects cyber dont on ne parle pas. On voit toujours, on imagine qu'on envoie des satellites qui vont exploser à côté des autres. Bon, on peut faire beaucoup plus de dégâts avec un ordinateur si on casse les codes qui vont bien. Mais c'est pour ça qu'il est important d'avoir toute cette panoplie. Et la stratégie de défense telle qu'elle est mise en œuvre aujourd'hui par le CDE à Toulouse, en s'appuyant sur toute l'expertise du CNES, eh bien, ça nous permet de faire exactement ce qu'il fallait faire en ce moment. Autre question, elle est posée cette fois-ci par Vincent Baudouin. On écoute. Bonjour Jean-Yves Le Gall, Vincent Baudouin à Paris. Récemment, Thierry Breton, au sein de la Commission européenne, a pris les rênes d'un nouveau projet spatial pour développer une constellation équivalente à celle de Starlink, le réseau de satellites d'Elon Musk. Il s'agit d'un consortium composé d'acteurs publics et privés qui va proposer de nouveaux projets et de nouveaux programmes, notamment des services, par exemple pour la voiture connectée. Que pensez-vous de ce projet? S'inscrit-il dans le nouveau contrat d'objectifs du CNES pour les années à venir? Merci beaucoup. Comme je l'ai dit, ce projet, c'est un projet de constellation, mais pardonnez-moi, on ne va pas refaire ce qu'est en train de faire Elon Musk. On va faire quelque chose de beaucoup plus sioux. Le sioux, c'est le quantique. Et donc, aujourd'hui, Thierry Breton a fédéré autour de lui toutes les expertises qui existent en Europe. Une préétude est lancée avec un calendrier très ambitieux à 6 mois. Et je suis persuadé que lorsqu'on lancera cette constellation, lorsqu'on lancera le projet, ça ira très vite parce que Thierry Breton est quelqu'un qui vient du monde de l'entreprise. Donc, ces constantes de temps sont probablement différentes. Et vous verrez, dans quelques années, eh bien, la constellation de référence, ça ne sera pas Starlink, mais ça sera la constellation lancée par la Commission européenne. Mais Jean-Yves Le Gall, est-ce qu'il n'y a pas trop de constellation, parce que on parle beaucoup de Starlink, où vous nous promettez celle de Thierry Breton. Vous avez évoqué tout à l'heure cette start-up toulousaine qui a une mini-constellation. Est-ce que, en fait, il ne va pas y avoir, d'une certaine façon, trop de satellites, alors qu'on parle déjà d'encombrement de l'espace? Je crois qu'il y a plus de 10 000 objets dans l'espace. Oui, mais toutes les constellations dont on parle ne se feront pas. Je pense qu'il y aura une constellation. Expliquez-nous d'abord ce que c'est qu'une constellation. Alors, une constellation, exactement, parce que ce sont des très grands nombres de satellites qui sont en orbite sur des plans différents qu'on oppose aux satellites géostationnaires. Vous avez 1 ou 2 satellites à 36 000 km d'altitude et qui tournent en même temps que la Terre, ce qui fait que, vu depuis le sol, ils ont l'air d'être immobiles dans le ciel. Une constellation est sur une orbite plus basse, donc les satellites vont plus vite. Et au lieu d'avoir une parabole sur votre balcon qui regarde un point géostationnaire dans le ciel, là, vous êtes obligé d'avoir un terminal où la parabole suit le satellite. C'est d'ailleurs une des difficultés des constellations, d'avoir ces terminaux, puisqu'il faut le mettre sur le toit. Voilà. Mais donc, il y aura, je pense, une constellation par type de constellation. La constellation de Thierry Breton ne sera pas la même que celle de Elon Musk, comme la constellation Kinéis ne sera
sera pas la même que les autres. Mais ensuite, aujourd'hui, c'est vrai, il y a une constellation canadienne, Telesat, dont on a parlé un peu plus tôt. Il y a les projets de Jeff Bezos, ainsi de suite. Là, c'est vrai qu'il y a probablement trop de constellations. Mais elles ont des objectifs quoi? D'améliorer les communications? C'est mettre à peu près Internet partout et pour tous. Les voitures autonomes, les objets autonomes. Voilà. Mais la difficulté, c'est de construire un business model parce que vous avez à peu près 7% de la surface du globe où il y a de quoi faire du business. Et donc, mettre du signal sur les 93% qui restent, eh bien, ce ne sont ni les ours polaires ni les baleines qui vont faire un business plan. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir des objets département de la Défense aux États-Unis qui ont besoin d'être connectés, notamment au cloud du DoD, mais ce n'est pas quelque chose qui justifie une constellation. C'est pour ça qu'il y a toujours ce débat sur les constellations entre satellites géostationnaires et constellations, et on voit ce qui s'est passé sur la téléphonie. Bon, aujourd'hui, l'enjeu, c'est le cloud, mais il y a 20 ans, l'enjeu sur la téléphonie, il y a eu finalement 2 constellations, Globalstar et Iridium, et encore, qui finalement ont fait autre chose. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose à faire. Starlink va certainement faire le cloud du DoD, Kinéis, l'Internet des objets, et la constellation de la Commission, un lien quantique pour sécuriser les données. Ça n'existe pas, et il n'y a que l'Europe qui propose cette constellation quantique. Alors, on revient aux questions des alumni HEC avec celle de Michael Bollet. Bonjour monsieur, je m'appelle Michael Bollet, je suis de la promotion exécutive MBA d'HEC de 2016 et je travaille comme manager de projet d'innovation. Je voulais savoir si dans le cadre des projets du CNES, la part de l'innovation ouverte augmentait significativement. Aussi, avez-vous des thématiques prioritaires d'innovation? Si oui, quelle était votre méthode pour les identifier et quelle est votre stratégie pour chasser les innovations? Je vous dirais oui. C'est d'ailleurs, je pense, une des réformes majeures que j'ai introduites au CNES. J'ai créé une direction de l'innovation. Et l'innovation, elle est partout aujourd'hui dans le CNES, mais surtout avec l'idée que nous devons apporter au monde non spatial les recettes du monde spatial. Donc, on a mis en place un réseau qui s'appelle Connect by CNES. Et nous allons voir des gens qui n'ont jamais fait de spatial en leur disant, est-ce que vous savez ce que les satellites peuvent vous apporter? Et alors, c'est frappant de voir que des tas de gens font du spatial. C'est un peu comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Vous prenez un taxi aujourd'hui dans Paris. La plupart des chauffeurs de taxi ne connaissent plus les adresses. Donc, ils programment ce qu'ils croient être le GPS, mais en fait, c'est Galileo. Il faut dire qu'on change beaucoup tous les sens interdits. Oui, oui, on change tout. Mais ils le programment. Quand vous passez dans un canyon urbain, vous n'avez plus le signal du satellite. La tentation est souvent très grande de taper sur le tableau de bord pour que ça marche. Donc, on dit, mais calmez-vous, c'est parce qu'on ne voit pas le satellite. Le chauffeur ne vous croit pas quand vous dites que sa voiture est reliée à un satellite. Et la même démarche, nous la faisons partout. Et il y a des tas de métiers où on a expliqué aux gens que les satellites pouvaient leur apporter quelque chose. Vous regardez les chiffres macroéconomiques, je voudrais les citer parce qu'ils sont très parlants. L'industrie manufacturière des lanceurs, partout dans le monde, y compris Ariane, Elon Musk, les Chinois, c'est 5 milliards de dollars. Les satellites, c'est 15 milliards. Les applications, c'est plusieurs dizaines de milliards. Donc c'est là qu'est le gisement et c'est là qu'est le futur du spatial et c'est là que le CNES investit. Et comment est rémunéré le CNES, par exemple, en ayant réussi Galileo? Le CNES est rémunéré en ayant réussi Galileo parce que des tas de gens se servent de Galileo. Et Galileo est une infrastructure, mais permet à des tas de start-up, à des tas de sociétés... Et donc il y a un droit de péage? Oh non, il n'y a pas de péage. C'est une infrastructure. C'est gratuit. Mais le fait qu'on développe de l'activité, qu'on crée des emplois, c'est la meilleure des rémunérations. Juste pendant que vous parliez, vous ne le voyez pas, c'était derrière vous, Jean-Yves Le Gall, il y avait des images incroyables de Mars. Est-ce que, juste votre sentiment, on est tous les trois là, vous pensez que Mars a été habité ou pas? Je ne sais pas si Mars a été habité, mais je pense que nous ne sommes pas seuls. Je pense qu'il y a d'autres gens ailleurs. C'est statistique. Quand vous regardez les millions d'endroits, de planètes, et ainsi de suite, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait de la vie que sur la Terre. Alors, cela dit, maintenant, après, c'est le film Les Visiteurs. Selon à quel moment vous venez sur la Terre, même sans parler des visiteurs. Regardez, quelqu'un débarque, un extraterrestre débarque aujourd'hui sur la Terre, ils disent, mais c'est des gens absolument incroyables, ils vivent enfermés chez eux, ils ne se réunissent jamais. Oui, surtout s'ils arrivent... Mais oui, mais ils venaient il y a un an...
avant, c'était la fête partout. Oui. Donc, la question, c'est que vous allez sur un autre endroit, une autre planète, à quel moment y allez-vous et à quel moment dans l'évolution de la vie. Et c'est pour ça que moi, j'aimerais bien trouver des vestiges d'une vie passée sur Mars. Avant-dernière question, toujours des questions posées par des alumni HEC. Elle est posée par Eileen Tan. On écoute. Elaine Tan, promotion 2016, Trium Global Executive MBA, le programme d'HEC avec les partenaires internationaux. Récemment, aux États-Unis, il y a eu un changement de chef de gouvernement et aussi de leur agence spatiale. Après votre réunion récente avec l'administrateur provisoire de la NASA, ma question est la suivante. Quels impacts prévoyez-vous de la part de l'administration Biden sur les activités spatiales françaises et européennes, notamment dans les domaines de l'exploration planétaire et du climat? L'administration Trump a engagé un programme de retour sur la Lune, le programme Artemis. Biden ne l'arrêtera pas parce que la pièce maîtresse d'Artemis, elle est développée par Elon Musk et je pense que le président des États-Unis aura du mal mais à s'attaquer à Elon Musk. Voilà. Mais en revanche, ça ira peut-être un peu moins vite, mais Biden va remettre le climat sur le devant de la scène. D'ailleurs, il a annoncé un sommet sur le climat le 22 avril et là, moi, je suis très admiratif de ce qu'a fait le président de la République française avec le One Planet Summit qui a été mis en place lorsque les États-Unis ont quitté l'accord de Paris. D'ailleurs, lors du sommet qui avait été organisé le 12 décembre 2017 pour le 2e anniversaire de l'accord de Paris par Emmanuel Macron à la scène musicale, Arnold Schwarzenegger avait dit ce ne sont pas les États-Unis qui quittent l'accord de Paris, c'est Donald Trump. Force est de constater qu'il avait raison puisque là maintenant Biden est arrivé. La première des choses qu'il a dites, c'est qu'il rentrait dans l'accord de Paris et donc on va avoir les Américains de retour sur la lutte contre le changement climatique. Oui, mais vous les avez eus pendant les années Trump, bien sur les questions spatiales, hein, puisque c'est Trump qui a réimaginé de voir des vols vers la Lune, etc. Est-ce que vous vous dites, pas d'une certaine façon, finalement, c'est pas si mal qu'il n'ait pas été réélu, on va peut-être un peu plus tranquille pendant quelques années, en tout cas sur les questions spatiales. Je ne ferai pas de commentaires sur l'élection ou la réélection du président Trump. Moi, ce que j'observe, c'est que j'ai quand même souffert au cours des 4 dernières années de voir que les États-Unis, où se trouve quand même un gisement extraordinaire de compétences en matière de lutte contre le changement climatique, notamment depuis l'espace, puisque quand on parle du climat, on parle de 50 variables climatiques essentielles, dont 26, c'est-à-dire plus de la moitié, ne peuvent être observées que par les satellites. Donc de voir que les États-Unis, finalement, s'étaient mis en retrait et en disant le climat, on n'y touche pas. Et tous mes collègues américains spécialistes du climat étaient très malheureux. Bon, le soir de l'élection de Biden, évidemment, ils étaient très heureux puisque Biden avait dit America is bake for climate. Et ça, c'est très, très important. Juste une question, il reste une dernière question, mais on n'a pas encore parlé de souveraineté. Il y a la souveraineté numérique, c'est un débat dont on parle beaucoup. Oui. Il y a une souveraineté quand même, le fait d'être dans l'espace, d'être une grande puissance spatiale. Est-ce que ça va la rester dès lors qu'il y a beaucoup d'acteurs privés qui vont opérer ou qui opèrent déjà? Mais il y a beaucoup d'acteurs privés qui utilisent de l'argent public parce qu'il y a de plus en plus d'argent public. Il y a 10 ans, il y avait 6 agences spatiales. Aujourd'hui, il y en a 60. On parlait tout à l'heure des Émirats. Quand on parle des grandes puissances spatiales, on parle des États-Unis, de l'Europe, de la Chine, du Japon, de l'Inde, de la Russie, bien sûr, de la France. Et celle qui est en train d'arriver, ce sont les Émirats, parce qu'avoir mis cette sonde en orbite de Mars, chapeau. Et là aussi, c'est un financement avec l'argent public aux Émirats, mais ils sont en train de créer, notamment à Dubaï, une très importante industrie spatiale. Le Mohamed Ben Rachid Space Center est en train d'organiser tout ça de main de maître. Donc on voit bien qu'il y a ces partenariats publics-privés qui se mettent en place. Nous avons donc une dernière question des alumni avec Donatella Ponziani. Bonjour Monsieur le Président, Donatella Ponziani, alumne HEC, responsable au sein de la Direction générale de l'Agence spatiale européenne du Downstream Gateway, service dédié aux applications spatiales. Le secteur spatial est rentré depuis quelques années dans une nouvelle ère où la présence des acteurs privés intensifie des opportunités commerciales et la démocratisation du secteur. Cette tendance, déjà très forte aux États-Unis, devient toujours plus présente en Europe. Et dans ces contextes, de nouveaux modèles d'innovation business se présentent avec une ouverture à des acteurs de non-spatial qui bénéficient des applications satellitaires et de la donnée satellitaire dans leur modèle économique.
Dans une récente interview que vous avez donnée au quotidien Le Monde, vous affirmez « Les applications sont le futur du secteur spatial ». Ma question est donc, quels sont les enjeux stratégiques et les bénéfices économiques pour la France et pour l'Europe dans les applications spatiales? Et quelle est la stratégie mise en œuvre par les CNES et par la France pour rapprocher et connecter l'espace à des nouveaux secteurs? Je vous remercie. Les enjeux stratégiques, c'est permettre à de plus en plus de sociétés d'utiliser les données spatiales. Et c'est pour cela que nous avons beaucoup poussé, notamment pour que les données Copernicus, qui observent en permanence l'environnement de la planète, soient un accès gratuit. Alors des gens nous disaient, on va mettre un péage. Le problème est que vous faites payer les données Copernicus, il y a très peu de gens qui s'en servent. En revanche, vous les mettez gratuitement, des tas de gens s'en servent et créent des startups, créent des sociétés. Et c'est comme ça que ça se diffuse. Et c'est pour cela que, in fine, eh bien, je persiste et signe, l'avenir du spatial, ce sont les applications. Alors bien sûr, il y aura toujours de l'exploration, ces images de Mars merveilleuses qui nous font rêver, mais de plus en plus sur la Terre, il y aura des applications grâce à la surveillance de la Terre avec Copernicus, grâce à ce qu'on fait avec Galileo, les télécommunications et tout le reste. Avant de laisser la conclusion à Vincent Beaufils, c'est peut-être une question sur la cybersécurité, parce que là, en ce moment, on parle beaucoup de l'opération Barkhane, etc. Mais on voit que c'est un sujet, que ce soit pour le militaire ou même pour les entreprises, qui montent d'une manière spectaculaire, surtout après ce confinement où le digital est monté en puissance de manière spectaculaire. Ça, c'est un des enjeux aussi auxquels vous pouvez répondre. Bien sûr, la cybersécurité et le spatial est à la fois, je dirais, une aide pour mettre en place des méthodes qui permettent de lutter contre les attaques cyber, mais en même temps, c'est une cible pour les attaques cyber. Et donc, c'est pour ça que c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup avec les spécialistes. Et il y a des connexions très, très fortes. Je suis frappé de voir que mon homologue israélien, Isaac Ben Israël, est l'un des plus grands spécialistes de cybersécurité dans le monde entier. Et c'est pour cela qu'il a été nommé à la tête de l'Agence spatiale d'Israël. Eh bien, écoutez, en tout cas, Jean-Yves Le Gall, on vient de passer presque 1 heure avec vous. On a été au cœur de ce qu'on sait si bien faire en France, c'est-à-dire comment on établit effectivement des ponts entre le secteur public et le secteur privé avec de très belles réussites. Il y a tout ce que vous nous avez dit au cours de cette heure sur le spatial, mais on pense également à ce qui s'est passé avec Airbus, qui est une réussite européenne merveilleuse, mais qui a nécessité quantité d'investissements publics. Les Américains savent nous le reprocher. Ils savent aussi faire la même chose eux. Mais on retiendra, en tout cas moi, je retiendrai cette phrase que vous avez eue et qui pourrait être appliquée à tant de secteurs. Nous avons été capables de faire aussi bien avec 15 fois moins. Merci Jean-Yves Le Gall d'avoir été avec nous pendant cette heure. On vous donne rendez-vous, Vincent, pour une nouvelle émission de l'entretien HEC dans un mois. Voilà. Merci. Merci à vous tous. Merci bien. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.